Notre ami apiculteur, un habit de cosmonaute à côté. Il faut savoir que c'est juste un bout de tissu. C'est un bout de tissu qui est blanc parce que les abeilles y voient très mal. Donc elles nous confondent avec la couleur des rayons du soleil. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je ne les amène pas avec moi. Madame, le pantalon rose, ça ne le fait pas. Monsieur en orange, c'est pareil. Voilà. Il faut des couleurs qui sont très pastel. Voilà, parce qu'elles les confondent avec la couleur des rayons du soleil et elles nous voient moins. Voilà. Après, on se fait quand même piquer à travers la combinaison. Vous voyez souvent des apiculteurs qui n'ont que le masque parce que tout simplement on a très chaud dans cette combinaison. Et on se fait piquer dans tous les cas. Donc parfois on préfère tant pis avoir moins chaud et les piqûres on les a quand même. Donc après la seule chose qu'on met obligatoirement c'est le masque. Si une abeille vous pique à l'intérieur de l'œil, 9 fois sur 10 vous perdrez l'œil. Donc nous on a tous des lunettes dans la famille. Donc effectivement, c'est facile pour les abeilles d'aller se bloquer à l'intérieur. Donc le masque, on le met systématiquement. Moi, personnellement, je sais que je réagis beaucoup aux mains. Je mets toujours mes gants. Mon père peut aller mettre les mains dans la ruche. Voilà, ça ne lui fait rien. Par contre, les chevilles, pour lui, c'est autre chose. Voilà, ça gonfle énormément, alors que pour moi, il n'y a aucun problème. Voilà, chaque apiculteur se connaît sa réaction et il l'adapte aussi en fonction de ce qu'on fait sur les abeilles. Le venin de l'abeille est exactement le même que celui de la vipère. La consistance est la même. Pour avoir l'équivalent d'une morsure de vipère, il faut à peu près 40 piqûres d'abeilles. Et je vous garantis que ça va extrêmement vite. Voilà. On n'a jamais couru aussi vite que depuis qu'on fait ça. L'avantage avec nos abeilles, c'est que quand elles jugent qu'on est à une distance raisonnable d'elles et qu'on ne représente plus de danger pour elles, elles vont nous laisser tranquilles. Donc on court, on pose tout et on court. Ça nous arrive de lâcher des ruchers, de tout poser et d'y revenir 3-4 jours après quand elles sont calmées. Les abeilles, ça ne dépend pas que de nous, même si elles sentent l'adrénaline, même s'il y a certaines odeurs qu'elles n'aiment pas, même si on sait que quand c'est orageux, il ne faut pas trop aller les titiller, parfois elles sont énervées, on ne sait pas pourquoi. Donc elles nous le font bien comprendre et en général on les laisse tranquilles. Le but pour nous, c'est pas qu'elles se sentent agressées, parce que les abeilles, il faut savoir qu'elles se transmettent l'information par des danses, par des phéromones, mais aussi par l'ADN. Une abeille, enfin une ruche qu'on va maltraiter une année, il nous faudra à peu près 4 à 5 ans à la radoucir et à lui faire avoir un comportement normal. Voilà, 4-5 ans. Et donc quand je dis martyriser ou embêter, ça suffit. Elle déteste ça. Vous allez le faire une fois, 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois. Voilà. Ou alors il faut avoir un très bon enfumeur et l'activer en permanence. Voilà. Donc on se fait piquer. Est-ce qu'il y a plusieurs... Dans le monde, dans ces 17 grandes races, on ne compte pas les abeilles tueuses. Qui ont un fonctionnement qui n'a rien à voir avec l'abeille qu'on appelle domestique, mais qui n'est pas domestiquée. Et dans ces 17 races, vous avez des milliers de sous-races. Voilà. Nous, ici, dans le Lot-et-Garonne, l'abeille locale, c'est l'abeille noire. Voilà, on en entend beaucoup parler parce qu'on essaie de la préserver face à toutes ces colonies d'abeilles qui viennent de l'extérieur. On essaie de modifier génétiquement les reines parce que c'est intéressant d'avoir des reines qui sont résistantes contre les maladies, qui sont gentilles aussi parce que l'abeille noire, qui est la nôtre, n'est pas du tout sympathique, elle est extrêmement têtue et agressive. Donc voilà, après elle est aussi plus résistante aux maladies, elle est aussi plus méchante avec les prédateurs, avec les frelons y compris. Elle nous fait moins de miel à nous, elle a la réputation de s'épaissir à n'en plus finir les cadres du bas avant de monter dans la hausse pour nous en faire un peu à nous. Mais c'est une abeille qui est beaucoup plus rustique et beaucoup plus autonome en hiver. Et comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas friand d'aller nourrir nos colonies. On le fait quand elles ont été malades et qu'elles n'ont pas pu se développer dans l'année. Mais une colonie noire, elle est totalement autonome. Nourrir, on ne sait pas faire. Voilà. On ne sait pas faire parce qu'elle n'a quasiment jamais besoin. Voilà. C'est ça. Après, on observe des croisements dans les ruches, évidemment, parce que la fécondation, les mâles, on ne maîtrise pas leur champ d'action. Et nous, ici, on est une région où beaucoup de pros viennent, notamment pour l'acacia et le châtaignier. Et la période de l'acacia, c'est la période de fécondation de nos reines. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, même si on isole un maximum nos ruches d'élevage, parfois on a des croisements. Et on s'en rend bien compte dans leur manière de faire à l'intérieur de la ruche, parce que leur organisation n'est pas la même.
Voilà. Et la résistance aux pesticides, vous n'y arrivez pas? Non, aucune chance. C'est très compliqué les pesticides parce que on a les derniers là qui ont de nouveau été interdits, mais ils engendrent chez l'abeille un dérèglement hormonal. Et là le problème c'est qu'elle fonctionne aux hormones, aux danses qu'elles vont se faire entre elles. Et alors là on observe depuis des années des comportements contre nature dans les ruches. Elles sont extrêmement bien organisées, on le verra après. Et elles ont des comportements qui, même pour nous, sont incompréhensibles. Et je ne suis même pas sûre qu'elles-mêmes comprennent ce qu'elles font. Donc c'est effectivement compliqué, les pesticides. On a arrêté les pollinisations il y a 3 ans, parce que même si on n'a pas de pertes significatives au moment où elles butinent, on les a dans le trimestre qui suit. Voilà. Et une année, on a eu jusqu'à 80% de pertes sur nos pollinisations, que sur les pollinisations. Donc il y a effectivement quelque chose qui va pas quelque partout. La fleur. Le pollen. Alors le pollen, les enfants, les petites pelotes aux pattes arrière, nous on le ramasse à l'entrée de la ruche de la même manière, sous forme de petites pelotes. Ça ne leur sert qu'à se nourrir. Ça ne rentre pas en jeu dans la fabrication du miel. Une ruche comme celle-ci consomme à peu près 60 kg de pollen à l'année. Voilà. Consomme. Et une trentaine de miel à peine. Donc elles récoltent du pollen et elles font des réserves de miel parce qu'elles savent qu'en hiver il n'y a plus de pollen parce qu'il n'y a plus de fleurs. Voilà. Mais ça ne rentre pas du tout en jeu dans la fabrication du miel. Qu'est-ce que ça peut être? Et alors De l'eau? C'est l'eau sucrée qu'il y a tout au fond de la fleur qu'on appelle le nectar. Voilà. Alors, la petite abeille, elle a 2 estomacs. Je vais vous démontrer que ça n'est pas du vomi. Elle a 2 estomacs. Elle a un premier estomac qu'on appelle le jabot, qui est réservé à la fabrication du miel. Et elle a un deuxième estomac juste en dessous, comme vous et moi, pour se nourrir tous les jours. Il y a un petit clapet entre les deux qui permet aux aliments du jabot de passer dans l'estomac. Si elle a faim pendant le trajet, elle pourra faire passer des aliments. Mais une fois que c'est dans l'estomac, ça ne remonte jamais dans le jabot. Il y a un petit clapet anti-retour qui ne permet pas de faire l'inverse, de remonter dans le jabot. Les sucs digestifs sont complètement différents. C'est pour ça que ça n'est pas du vomi. Voilà. Donc la petite abeille va sur la fleur, elle va récolter le nectar, elle va le mettre dans son jabot et elle va aller à l'intérieur de la ruche. Alors elle va d'abord aller devant la ruche pour le donner à une autre abeille. Dans la ruche, elles sont extrêmement bien organisées. Et il y en a une qui fait les courses et l'autre qui va les ranger. Voilà, celle qui est dehors, en train de faire le va-et-vient de la fleur à la ruche, mais il faut bien penser qu'avant elle, il y en a 30 000 qui sont revenus. Et elle ne sait pas du tout où il faut ranger la marchandise. Donc il y en a qui ne servent qu'à ça. Elles font les allers-retours. Donc quand elle arrive devant la ruche, elle va régurgiter la totalité de son jabot pour le donner à l'abeille qui va aller le ranger et qui, elle, va de nouveau le régurgiter dans les petites abeilles. La deuxième récupère dans son jabot et elle régurgite. Et donc elles font ça toute la journée. La nuit, quand il fait nuit, toutes les abeilles vont rentrer à l'intérieur de la ruche. Les abeilles ne butinent pas la nuit, vous n'en verrez pas à l'extérieur. Lorsqu'elles rentrent, eh bien, elles ne vont pas dormir, elles vont fabriquer le miel. Une abeille, du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, elle ne dort jamais. Elles vivent en moyenne 5 mois l'hiver, parce que l'hiver, il n'y a pas de récolte de miel, donc elles vont passer le plus clair de leur temps à se réchauffer toutes les unes les autres pour maintenir la température et à se déplacer au fil des réserves au sein de la ruche. Donc il n'y a pas de mielé, il n'y a pas de récolte, il y a beaucoup moins de travail. Par contre, l'été, il y a tellement de travail, elles ne vivent que 5 semaines. Très peu. Donc la nuit, toutes les abeilles rentrent dans la ruche et elles vont fabriquer le miel. Pour ça, elles vont récupérer le nectar qu'elles ont mis dans les alvéoles pendant la journée. Elles vont le remettre dans leur jabot, dans l'alvéole, dans le jabot, dans l'alvéole. Elles font ça jusqu'à 2000 fois par petite alvéole, ce qui est énorme. Une fois que le nectar est passé comme ça du jabot à l'alvéole, on va dire qu'il a été prédigéré. C'est pour ça qu'on vous dit que le miel ne fait pas grossir. Le miel est un bon sucre pour l'organisme parce que vous allez l'éliminer beaucoup plus rapidement. Il est déjà prédigéré. Voilà.
Le miel ne fait pas grossir, ce qui fait grossir, c'est le pain et le beurre que vous mettez en dessous. Bien d'accord. Mais si vous mangez que du miel, vous pourrez vous peser, vous ne prendrez pas 1 gramme. Voilà. Ne faites pas le test avec 1 kilo de miel parce que ça va pas être bon pour votre diabète. Voilà. Une fois que le miel est prédigéré, on a des abeilles qu'on appelle des ventileuses qui se mettent dans la partie inférieure de la ruche, qui battent jusqu'à 2500 fois des ailes par minute et qui vont faire retomber le taux d'hygrométrie entre 15 et 20% selon les types de miel. Le nectar est composé entre 80 et 90% d'eau. Quand vous mangez du miel, c'est très épais. Donc elles font évaporer l'eau qu'il y a dans le nectar. D'où nos problèmes de récolte de miel l'an dernier, c'est que n'ayant pas d'eau dans les sols, les fleurs ne produisaient pas le nectar. Pas de nectar, pas de miel. Voilà. Et quasiment pas de pollen non plus parce que tout était cuit par la chaleur et le soleil. Voilà. Une fois que le nectar est prédigéré et déshydraté, là on a du miel qui est terminé d'être fabriqué et elles vont mettre le petit bouchon de cire pour le conserver. Juste avant de fermer la petite alvéole avec le petit bouchon de cire, les abeilles vont mettre le derrière, le dard, à l'intérieur du miel et elles vont injecter un petit peu de venin. Le venin est un conservateur, c'est ce qui fait que le miel ne se périme pas. C'est pour ça que c'est très important d'attendre la parfaite operculation du miel avant de récolter le miel. Et c'est ce que n'attendent pas certains apiculteurs parce que la petite opercule, moi, pour extraire le miel, il faut que je l'enlève. Donc si je n'ai pas à l'enlever, je gagne du temps. Sauf que mon miel n'est pas à parfaite maturité et la date de péremption sera respectée. On est obligé de mettre des dates de péremption sur les miels, c'est la loi, parce que ce sont des denrées alimentaires. Mais il n'y a pas de date. En fait, on en a retrouvé dans les tombeaux des Égyptiens, des pharaons, qui n'avaient perdu, qui avaient plus de 2000 ans, qui n'avaient perdu aucune vertu, aucun goût, rien du tout. La seule chose qui avait bougé, c'est la texture. Souvent, on dit que quand un miel est vieux, il devient dur. Alors, ce n'est pas la vieillesse en soi, c'est la température. Le miel est habitué aux 37 degrés qu'il fait dans la ruche. Sa température de croisière, c'est 37 degrés. Sauf qu'il ne fait jamais 37 degrés dans une maison, heureusement. Du coup, il a froid, il durcit, tout simplement. Si vous achetez du miel qui, dans le temps, ne durcit pas, c'est que ce n'est pas du miel. Ce n'est pas que du miel. Voilà. Il n'y a que l'acacia qui est toujours liquide, c'est le seul, c'est la particularité de la fleur. Donc, à l'inverse, n'achetez pas de l'acacia cristallisée parce que vous vous faites avoir aussi. Vu le prix de l'acacia, c'est pas intéressant. Mais pour tous les autres, plus ou moins dans le temps, parce que certains sont plus frileux que d'autres, les miels forts, les miels foncés, les miels visqueux vont mettre beaucoup plus de temps à cristalliser que les miels clairs et les miels doux. Donc après, ça c'est en fonction du temps, mais il doit cristalliser. Donc si vous trouvez un miel cristallisé chez vous, s'il vous plaît, ne le jetez pas en vous disant que l'apiculteur y a ajouté du sucre. Oui. Pas du tout, c'est un bon miel. Mais par contre, on le fait réchauffer, il redevient. Alors, ce que vous pouvez faire, alors ça m'arrive parfois. Un miel ne se met ni au micro-ondes ni au frigo, c'est un champ de température trop important. Si vous l'aimez cristallisé, effectivement, vous pouvez le stocker dans une cave. Ceux qui l'aiment, certains aiment cristallisé. Vous pouvez le mettre dans une cave, dans un endroit qui est à température ambiante mais un peu plus fraîche. Il ne faut pas de frigo, pas d'endroit vraiment très froid où vous atteignez des températures qui avoisinent les 0 degrés. Par contre, si vous l'aimez liquide et que votre miel a cristallisé dans le temps, vous pouvez effectivement le mettre au bain-marie. Et là, il va se reliquéfier. Autant de fois vous allez le chauffer. Si c'est pas de trop, si vous ne l'altérez pas, il va recristalliser derrière si vous ne l'avez pas consommé. S'il vous plaît, par rapport au verrouillage de l'alvéole, donc elle arrive à le faire. Comment elles savent quand c'est plein? Ah, elles le savent. Elles le savent d'origine. Et là, elle verrouille quand c'est plein. C'est ça. Alors, les alvéoles sont un peu inclinées, donc ça ne coule pas. Simplement, quand c'est plein, elles bougent. Quand c'est fini et qu'elles n'en mettent plus dedans, elles bougent. Alors, l'information, on va en parler après, se transmet de manière extrêmement intelligente et impressionnante dans la ruche. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. C'est votre explication, c'est un peu de vomi d'abeille quand même. Ça met pas tout à fait quand même.
C'est une question de vocabulaire. C'est ça, Oui, exactement. c'est vrai. Mais on a effectivement des enfants qui ont refusé de goûter le miel quand ils ont eu compris que ça. Non, mais le processus, c'est C'est ça. C'est vraiment un jabot avec des sucs digestifs totalement différents d'un estomac traditionnel. Oui, mais enfin, le régie. Est-ce que vous savez comment les abeilles font pour nous faire différentes variétés de miel? Acacia, thym. J'avais une question justement par rapport à ça. Quand vous parlez de Oignon. Ah bon, ça? Mais par contre, Oui, on est oignons et carottes, ce sont des cultures entières, des hectares et des hectares. C'est terminé là pour les oignons et les carottes. C'était au mois de juillet. le miel, par exemple, un miel d'acacia, quand on va le goûter, on retrouve les parfums de la fleur d'acacia. Comme ça, quoi, je veux dire. Mais quand vous allez dire je veux vous vendre du miel de lavande, comment vous expliquiez tout à l'heure que les abeilles ne vous les commandaient pas. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait que de la lavande dans ce miel-là. Moi j'en suis sûre. Mais c'est par rapport à Aujourd'hui, je ne vois pas ma ruche. Je ne vais même pas sur le rucher, je sais ce que j'ai à l'intérieur. Mais par rapport à une couleur, une odeur, L'endroit où elles sont. Alors, l'endroit, les abeilles butinent dans un rayon de 2,5 km autour de la ruche. Au-delà, à l'odorat, elle n'est pas capable de retrouver sa ruche, donc elle ne va pas au-delà. Donc effectivement, je sais quand je pose une ruche, que dans ce rayon-là, elle ne peut butiner que ce qu'il y a là. Non, il y aura de la ronce, il y aura 2 km. Ici, on a vu beaucoup de champs de tournesol, du blé, de la vigne, beaucoup de choses. Quoi. 2 km dans un rayon de 2 km, Il y a beaucoup de choses. Une variété à butiner. Quoi. Mais vous oubliez une donnée très très importante. Vous allez me la donner, vous. Et oui, je vais vous la donner. À moins que quelqu'un d'autre l'ait. C'est elle qui sélectionne. Elle ne mélange pas les Alors, fleurs. elle sélectionne effectivement, mais c'est pas ça le. Alors, ce qui est très important, vous disiez que dans les 2,5 km, il y a beaucoup de choses. Les floraisons ne se font pas en même temps. Ah oui. Faire quelque chose Au moment de l'acacia, ici, on fait de l'acacia. Il n'y a rien d'autre. Charge à nous de récupérer les hausses extrêmement rapidement pour qu'elles n'aient pas le temps d'y mettre du châtaignier qui arrive. La ronce, Non, c'est après. La ronce, elle est en fleur depuis à peine 15 jours chez nous. il y a les floraisons qui se font. Pour les floraisons qui se font en même temps, l'abeille, dans son organisation, elle va toujours choisir la fleur prédominante. Et c'est ce qui s'est passé, nous, il y a des années sur l'oignon. On les a mis sur le tournesol et elles sont allées sur l'oignon à 2 km. Elles font ce qu'elles veulent. Mais ce qui est très important dans leur organisation, c'est que lorsqu'elles ont commencé à butiner une fleur, elles ne vont pas aller sur une autre jusqu'à ce que cette fleur soit fanée. Ah, voilà. Et ça, c'est important. C'est là qu'elle est. Donc effectivement, les floraisons ne se font pas en même temps. Nous, je vais vous dire, au moment du colza, il n'y a que du colza. Après, on a les tilleuls qui arrivent. Après, on a les acacias. On a parfois de la ronce et le chêne qui vont se croiser. Et ensuite, on a le châtaignier. Au moment du châtaignier dans les Landes, on va avoir de l'autre côté l'oignon et la carotte, mais il n'y aura pas de châtaignier là-bas. Donc je sais que dans mon rayon de 2,5 km, elle ne peut pas aller sur autre chose. Là, en ce moment, j'ai 2 mielés qui se font en même temps. J'ai la bruyère de juillet qu'on appelle l'érica et j'ai le tournesol. Et bon, la ronce, il y en a un petit peu, mais la ronce, elles vont s'entretenir dessus entre des mielés. Elles ne vont pas aller me faire du miel de ronce, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc là, en ce moment, c'est à moi d'aller mettre mes ruches plus près du tournesol si je veux du tournesol, et de la bruyère si je veux de la bruyère. Mais clairement, elles font ce qu'elles veulent. Mais le champ de tournesol, il n'est pas à vous. Vous avez le droit quand même. Mais voilà, c'est ça. Je vais vous dire, le champ de tournesol, il n'est pas à moi, mais l'agriculteur, il est extrêmement content. Ah d'accord. Parce que son rendement, il va être bien meilleur. Ah oui. Donc c'est du donnant-donnant, c'est ce qu'on dit souvent. Les apiculteurs râlent après les agriculteurs, mais on ne râle pas après les agriculteurs avec qui on travaille. Parce que c'est du donnant-donnant. Voilà, c'est qu'il a tout intérêt à traiter correctement pour que j'ai beaucoup d'abeilles et qui vont aller polliniser la culture. Parce que plus il y aura de pollinisation, et plus le rendement sera important pour lui. Voilà. Est-ce que vous arrivez à réguler l'essaimage Alors, on travaille, nous, avec la noire.
C'est une abeille qui sème pas mal. Et surtout, on a du colza ici. Donc l'essaimage, c'est un fléau pour nous tous les ans. Cette année, on l'a contenu parce qu'on a travaillé d'une certaine manière. On a fait par déplacement. On a fait perdre les butineuses à la souche. Et on a fait élever dans une petite caisse qui ramassait toutes les butineuses. Donc on a fait un peu différemment. Ce qui a fonctionné cette année n'aurait pas fonctionné l'an dernier. Il aurait fallu que je nourrisse toutes mes ruches. Donc quand on choisit une méthode d'élevage, c'est un coup de poker en fait. C'est parce qu'on ne maîtrise pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Et comment vous faites pour... D'ici les 4 portes et même avant les 4 tours. Donc ça permettait en fait quand on était là en cas d'attaque d'avoir très vite d'être réactif très rapidement. Vous avez ici donc la place du village. À l'époque, la place du village, c'était la place de foire, la place du marché. Elle était recouverte par une halle. La toiture et toute cette halle ont été détruites plusieurs fois, ont été incendiées plusieurs fois. Au bout d'un moment, donc, la municipalité a décidé de plutôt la boiser. Hop, attention. Et cette place avait un rôle important. Alors, cette place était importante aussi pour deux choses. Quand il y avait des voleurs et que le voleur était pris, avait été pris en flagrant délit ou avait été reconnu coupable, on réunissait tout le village, tous les habitants du village se mettaient autour de la place. Le voleur prenait l'objet qu'il avait dérobé et devait le ramener à son propriétaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est plus ou moins dans le vol aussi en cas d'adultère. Quand un monsieur avait conquis l'épouse d'un de ses concitoyens, on faisait exactement la même chose. On ramenait tous les habitants sur la place, on mettait les deux amants entièrement nus et monsieur devait ramener madame à son époux. Après, ils se débrouillaient entre eux. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir donc, à certaines fois. Donc, vous vous rappelez ici comment ça s'appelle ces rues? Les charretières, les autres les transversales. Et on a juste là, bon, elle est murée, il y en a très peu maintenant qui sont encore en service, où on peut voir ce qu'on appelle des andrones. Les andrones, c'était juste des rues où pouvaient passer des personnes à pied uniquement, et qui était toujours comme ça très étroite et qui permettait aussi l'écoulement de l'eau de façon un peu plus Voilà, c'est ça, c'est un petit écart que vous voyez. Si vous voulez vous approcher un peu plus, pas de souci. Il faut être gros quand même. Ouais, il faut pas avoir abusé du marais de canard. Oui. C'est ça pour moi. C'est ça quoi? Des andrones. Des andrones, voilà. Ouais. On a donc construit l'entrée de la petite chapelle pour permettre au village de pouvoir vivre tout le monde. Vous remarquez que différentes zones, différents animaux, différentes représentations un petit peu extraordinaires. Le but du jeu à l'époque, je vous rappelle, la population ne savait pas lire, donc il fallait absolument que le message client puisse passer par différentes représentations. Et ça va passer par les sculptures. Ici, donc, vous voyez l'entrée primitive de l'intérieur. Et est-ce que vous saviez dans quelle langue était dite la messe? En latin, oui, en latin, et toujours de dos.
de deux formules qui sont nées dans le Lot-et-Garonne. Vous allez apprendre tout à l'heure que le mot flirt, fleureter, vient de Nérac. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous en donner deux autres qui sont très locales. Est-ce que vous connaissez le fruit emblématique du Lot-et-Garonne? Le pruneau. Voilà, effectivement. Le pruneau vient de l'abbaye de Clérac qui se situe à une quinzaine de kilomètres d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les Templiers, on envoie des croisés en Terre Sainte pour libérer un territoire. Ils n'y arrivent pas, mais ils trouvent une variété de prunes qu'ils ramènent avec eux et qui confient au moine de l'abbaye de Clérac. Ceux-ci ont l'idée de croiser les deux variétés et c'est ce qui va donner après séchage le pruneau. Et aussi l'expression y aller pour des prunes. Voilà, ça c'est la première. J'en ai une autre. Vous savez quel est le roi qui a permis à Nérac d'avoir sa cité royale? Henri IV, effectivement. Et Henri IV se renaît, il paraît, très rapidement. Et son père, le lendemain de la naissance, aurait dit, ça fait partie des théories probables, je ne vous garantis pas sa véracité à 100%, mais c'est probable. Henri est né en 2 coups de cul hier à Bordeaux. D'où l'expression en 2 coups de cuillère à Bordeaux. Voilà. Alors il y a 2 autres possibilités pour cette expression, mais on va garder celle-ci, on est un petit peu chauvin, c'est normal. Voilà, on va se diriger vers le bus, j'ai réussi à organiser un petit peu de temps. On va aller déjeuner, ensuite on va aller voir le moulin fortifié, le moulin des Tours à Barbasse, et ensuite on va aller faire la classe. C'est parti? À Barbaste, mais le moulin des Tours appartient à Nérac. C'est la petite guéguerre entre les deux villes. Alors le moulin des Tours, tel que vous le voyez là, n'est pas le moulin original. Le moulin original, comme le pont, date du début du XIIIe siècle. C'est à partir d'Henri IV que le moulin a commencé à être fortifié et à avoir ces 4 tours. Ces 4 tours sont de hauteur inégale. Vous avez une tour à 29 mètres, une à 27 et 2 à 25. À votre avis, pourquoi? 1. Manque de pierre. 2. Ils avaient envie de faire quelque chose d'original. 3. Un côté défensif. Alors, c'était défensif, effectivement. Alors, ça permettait en fait à ceux qui étaient à différentes hauteurs de pouvoir tirer sur les adversaires, sur les ennemis, sans blesser les copains. Parce que s'ils avaient tous été au même niveau, ça aurait été plus difficile. Voilà. Devant, c'est plus vaste. Voilà. Il y avait trois hauteurs vraiment importantes. Je vous ai parlé tout à l'heure. On a dit, qui dit moulin dit farine. Il y en a la moitié qui ne m'ont pas écouté. Alors faites attention. Il faut la sieste. Pour la sieste. Mais on n'avait pas la balle de son. Les belles-mères, ça dit toujours ça. Tu pourras vivre quand même. Oui. Je sais pas pour combien de temps. Vous l'êtes pas trop. Et alors là, on ira dans des Il y a plein de belles-mères. C'est vrai. impuissante, elle a dit. Le deuxième étage était réservé au moulin, au bouchon de Liège.
tout derrière, là, bon, là ça a été abîmé, complètement détruit par endroits. Vous aviez une grande entreprise qui faisait des bouchons de liège. Et d'ailleurs, après la croisière, vous allez voir le musée du liège à Mézin. Et la troisième étape, c'est ce qui va expliquer justement la fortification du moulin. C'était pour quelque chose de très important pour le roi. À votre avis, de quoi s'agit-il? Sa garçonnière. Non. Ça aurait pu, puisque vous savez que Henri IV, 74 maîtresse officielle. Voilà, officielle. Alors non, c'est beaucoup plus financier que ça. Péage. En fait, ici, Un péage. qui dit un pont dit au Moyen-Âge péage. Et on prélevait ce qu'on appelait l'octroi. Et tout l'octroi de tous les péages de l'Albret était là. Donc il y avait beaucoup d'argent. Voilà. Après, Henri IV était très fier de son moulin fortifié. Il signait d'ailleurs Henri Meunier de France. Voilà. Vous vous retrouvez ici devant la Gélise. La Gélise, c'est un affluent de la Baïse sur laquelle vous allez naviguer d'ici quelques minutes. Elle prend sa source dans le Gers et elle se jette dans la Baïse juste après le pont. Là. Voilà, je vais vous laisser prendre 3-4 photos. On va reprendre le bus et on va aller faire un tour de bateau. Merci beaucoup. Super. Bravo. Bienvenue à bord du Prince Henri, je me présente, je m'appelle Johanna, je serai votre guide durant cette balade. Et juste derrière vous, au fond du bateau, il y a Amélie, notre capitaine. Coucou Amélie. Nous partons pour une balade d'environ 1 heure sur la Baïse. Nous longerons le parc de la Galène, qui est un ancien parc royal, et nous passerons une écluse, celle de Nazareth. Pour commencer cette balade, messieurs, dames, nous allons passer sous le pont Neuf. Il fut inauguré en 1837 par le baron Haussmann lorsqu'il était sous-préfet du Lot-et-Garonne. On connaît le baron Haussmann pour les boulevards du même nom qu'il a construit à Paris. De grands boulevards bien dégagés pour faciliter la circulation. Et justement, nous retrouvons par ici chez nous cette même obsession des grandes lignes droites avec les axes Agen-Nérac, Barbastro-Casteljalou ou encore Nérac-Lavarde. Sur votre droite, vous pourrez commencer à percevoir les anciens remparts de la ville. Ils ont été démantelés par Louis XIII, fils d'Henri IV. Il faut savoir qu'à l'époque, les Néraquais étaient protestants, Louis, quant à lui, était catholique. Lorsque les Néraquais se sont rebellés contre son autorité, il a donc fait des lancers sur les côtés, hommes et femmes tiraient les bateaux sur quelques kilomètres et se relayaient ainsi dessus. Vous l'imaginez bien, c'était un travail éprouvant. Alors au XVIIe, nous les avons remplacés par des animaux comme les chevaux ou encore les bœufs, exactement. Et c'est au XIXe que les bateaux vont commencer à se motoriser. Ils seront tout d'abord des bateaux à vapeur, puis se motoriseront tels que nous les connaissons aujourd'hui. Au millimètre. Elle est bonne la chauffeuse. Ils ont fait voiture bateau pour ça. Il faut savoir que ce bateau a été redimensionné pour passer l'écluse de Nazareth. Oui, c'est ça, oui. D'où les 5 cm de chaque côté. C'est C'est calculé pour bloquer la porte. Sésame, ouvre-toi. Attends. Et
Eh bien voilà, messieurs, dames, ça y est, nous sommes rentrés dans l'écluse de Nazareth. Les portes derrière nous sont en train de se fermer. Je me présente, je m'appelle Amélie, je suis votre capitaine et c'est moi qui vais vous parler un petit peu des écluses. Elles vont commencer à apparaître à partir du XVIe siècle et à ce moment-là, il fallait une demi-journée pour passer une écluse. Autant vous dire qu'il ne fallait pas être pressé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ouvrait et on fermait les écluses à l'aide de madriers que l'on mettait les uns sur les autres. D'ailleurs tout à l'heure, lorsque nous sortirons de l'écluse, juste après les portes, si vous avez la curiosité de regarder de chaque côté de l'écluse, vous verrez il y a encore les encoches dans lesquelles on faisait glisser les madriers. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le baron Haussmann fera permettre des portes en bois avec des manivelles pour faciliter un petit peu le travail des éclusiers. Cette écluse en particulier, elle appartenait à un duc, le duc de Bouillon, qui faisait payer un droit de passage à chaque bateau qui voulait emprunter son écluse. Un petit peu lorsque nous, aujourd'hui, nous allons sur l'autoroute, nous avons le péage, et bien voilà, c'était le péage de l'époque. Donc cette écluse, elle a été remise en fonction en 1990. Là, nous allons monter d'à peu près 2,50 m de haut, et c'est une écluse qui fonctionne par système de sas. Je vous explique. En bas des portes que vous avez de chaque côté de l'écluse, sous l'eau, donc ne les cherchez pas, vous ne pouvez pas les voir, il y a de grands sas que l'on appelle des ventelles, qui lorsque l'on actionne l'écluse, eh bien s'ouvrent pour permettre à l'eau de nous faire soit monter, soit descendre selon le sens où l'on va. La plus grande écluse en France qui fonctionne par système de sas, elle se trouve sur le Rhône et elle fait 23 mètres de haut. Alors, on va dire avec vos 2,50 m de petits joueurs, vous allez voir que c'est déjà quand même pas si mal que ça. Voilà un petit peu pour le système des écluses. Ah, c'est des murs. Ah non, c'est pas les murs. Ah, il y a des murs, dommage. Hop là. Moi, des créneaux comme ça, je sais faire. Mais moi, le créneau comme ça. Le trou de porte devant, mais on a mangé le pain. T'as le permis. Et mon T'en as pas des rances chez toi, photographe? Et Nadine, t'en as pas des rances chez toi? J'étais enceinte. Ah oui. Ah ouais. Elle fait un selfie pour savoir des. L'eau s'écoule très vite. L'eau s'écoule très vite en dessous. Ouais. Ouais. Ah oui, non, parce qu'ils ont ouvert les portes. Ah oui, là, ça va nettement plus vite que de monter. Hein. Oh la vache. Là. Voilà, c'est ça. Regardez quoi, 1,50 m minutes. Allô. Elle monte sur oui, c'est vrai. Allô. Voilà comment ça s'envire. Alors écoutez, je suis désolée, mais là je suis en voyage au Danemark. Donc je préférerais que vous me rappeliez votre jour. Bon, voilà. Merci. Non mais vous savez, les retraités c'est un métier.
À bientôt. Bon, c'est pas vrai. Regarde, au bout du truc. Je suis ni dentiste, ni banquière, ni bonne sœur, ni avocate. Je comprends pas pourquoi tu me journaliste. La différence c'est la couleur de l'eau, verte, marron. Ouais, avant on mangeait Ça n'existe pas, et ça n'existe pas encore. Donc on va vraiment se concentrer sur ces parties qui sont juste ici derrière. Donc au 19e siècle, sans machine, comment on fait? Donc on va enlever l'écorce. Il y a une période de repos respectée, 6 mois à 1 an à peu près, à l'extérieur, pour que le liège sèche tout simplement. Par contre, une fois la phase de séchage respectée, il va falloir lui redonner sa souplesse. Parce que le problème, c'est que quand il est sec, le liège, il risque de s'effriter ou de casser. Durant le processus, il va falloir lui rendre cette souplesse pour permettre de travailler plus facilement. Pour faire ça, on va mettre nos écorces en balle. On va les cercler. Et avec un système de poulies et de crochets, on va soulever cette balle et la plonger à l'intérieur d'une cuve en cuve. Cette cuve, elle est remplie d'eau, tout simplement. Et on va laisser la balle qui est lestée avec un poids au-dessus, parce que sinon ça va couler. On va laisser bouillir pendant 1 heure. Donc l'effet de la chaleur dans la cuve va permettre au liège de redevenir souple. Donc d'une, c'est pour la souplesse. De 2, c'est pour éliminer tous les parasites, etc. Et 3, ça va aussi permettre de réduire un peu le tanin qu'il y a dans le liège. Parce qu'en fait, le tanin va être très important quand on va mettre le bouchon dans la bouteille. On va avoir un meilleur vieillissement en cave grâce à ce tanin, avec des échanges intérieurs et extérieurs, grâce au bouchon de liège. Donc ça va être très important. Ensuite, on va commencer à râper. Donc on va râper tout simplement les plaques. On va essayer d'enlever le plus de rugosité possible sur l'écorce et on va essayer de laisser apparaître cette partie-là, la partie qui nous intéresse le plus, qui s'appelle la mie, et donc partie croûte, partie mie, comme le pain, et qui est la partie la plus tendre en fait et qu'on va pouvoir travailler plus facilement possible. Ensuite, il va falloir se rapprocher d'un bouchon. Donc, comment on fait? Excusez-moi. On va faire des bandes de liège. Donc, on prend notre plaque. Ici, vous avez une cheville en métal. Cette cheville va me permettre d'appuyer tout simplement ma plaque contre la cheville. Donc là, elle ne bouge pas. Ici, vous avez une lamelle en métal. Cette lamelle va me permettre de couper en fait, mes bandes de liège de façon active. Donc ici, vous avez un couteau qui est courbé, sur lequel vous avez un guide. Ce guide
il va me permettre de mesurer tout simplement la hauteur de ma bande et par conséquent la hauteur de mon bouchon. Voilà. Donc, je prends ma plaque, hop, je prends mon couteau, je passe derrière et je vais venir tirer vers moi. Et ça s'appelle le tirage en bande parce qu'on utilise cette méthode-là. Donc on fait des bandes toute la journée et ensuite, il va falloir se rapprocher d'un bouchon. Donc on va faire des carrés, on va faire des cubes. Ces cubes-là, on les fait grâce à ce couteau. Donc ce couteau, il est droit, mais par contre, vous avez toujours le guide qui est installé dessus. Ça va nous permettre toujours, pareil, de mesurer le côté du cube, et donc en même temps, d'avoir le calibre suffisant pour faire le tournage qui va arriver juste après. Donc je coupe, je fais des cubes, je les récupère. En général, vous avez des ouvriers qui ont une espèce de sac qui est cousu à même leur pantalon pour récupérer ces cubes, et on va les écarrer tout simplement. On va essayer de les rendre le plus rond possible, le plus cylindrique possible, et les chutes, elles vont aller à l'intérieur de la caisse. On va les récupérer, en faire d'autres utilisations différentes. À l'époque, par exemple, on pouvait faire du gaz de ville avec. Donc on récupérait les chutes, et il y a un gaz qui se dégage du liège. En fait, on l'enflammait, et ça permettait d'alimenter le gaz de ville. Ils ont arrêté cette méthode très vite parce qu'il leur fallait une grosse quantité. Mais on pouvait l'utiliser par exemple pour remplacer les plumes des oiseaux dans les oreillers. Parce que le liège va préserver justement de l'humidité, de la transpiration, ça va garder la fraîcheur ou la chaleur en fonction de la période de la nuit. Il y a plusieurs utilisations différentes. Le liège aussi, il faut savoir que ça ne s'enflamme pas, ça se consume. Donc pour faire des braises dans la cheminée, c'est parfait. Par contre, il ne faudrait pas nous voir de faire avec. Ça sert juste à garder en fait, des braises pour alimenter votre feu très souvent. Donc ça, c'était une des méthodes utilisées aussi. Après qu'on ait nos cubes, on fait un cylindre. Donc comment on fait? On prend le même couteau. Par contre, on va le prendre directement par la lame. Je l'appuie contre moi. Je prends mon cube de la main directrice. On a un couteau qui est très aiguisé. Très attention, c'est pas pour ça que je prends le bord, mais un petit peu quand même aussi. Vous avez ensuite besoin de mettre votre cube contre la lame et ensuite de le tourner à la main. Donc je le tourne contre la lame, ça va permettre de peler en fait, le pourtour de mon cube, ça va me permettre de l'arrondir. Donc pour mesurer le calibre, on a notre bille toujours, qui nous permet de voir si je suis dans les clous. Surtout qu'on a plus de 200 calibres de bouteilles à l'époque, ça veut dire qu'il y a plus de 200 calibres de bouchons, donc il faut s'adapter. Donc ils sont capables de faire 500, 600 bouchons par jour avec cette méthode-là, par exemple. 200 bouchons 500, 600 bouchons par jour. Un bon nombre. Ouais. 50 à l'heure. 2 mois. À l'époque, on travaillait plus de 10 heures par jour. Et voilà, c'est un rendement, effectivement, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais surtout à cette époque-là, c'est des ateliers familiaux, donc si vous voulez, les commandes ne sont pas comme on peut les concevoir aujourd'hui avec des 10 000 bouchons à faire pour la semaine. C'est assez étalé sur plusieurs semaines, donc ils avaient le temps de le faire. En même temps, c'est un travail de qualité de faire ça, c'est comme un artisanat à payer, donc ça prend du temps. Et à l'époque, ça valait le coup, parce que c'était le prix de revente permettait de vivre comme le aujourd'hui. Ce qui ne va pas s'arranger avec la venue des machines. Voilà. Donc, dans les années 1870-1880, on va avoir ce type de machines qui vont naître. Donc on va avoir un système de volant manuel d'abord. On va après ça. ça n'existait pas avant. Donc il faut tourner à la main. On a fait tourner l'axe, on fait tourner la scie circulaire. Et non, on a besoin juste de prendre notre plaque qui a été écorcée, toujours, et de la faire passer. On règle ici la largeur avec la vis papillon. Ensuite on fait passer, on fait des bandes. Ensuite, plus tard, quand on aura l'électricité, effectivement, on aura un moteur qui va se loger ici, un système de courroie, et on va faire tourner la rumée tout seul. Là, ce sera plus facile. Mais ça, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Et
une fois qu'on a fait nos cubes, donc pour faire des cubes, soit on utilise cette méthode là au couteau, soit on utilise une espèce de guillotine. Mais une fois qu'on a fait nos cubes, effectivement, on va venir à la machine à rabot, ici, qui est vraiment une invention un peu révolutionnaire à cette époque-là. Donc c'est comme un tour à boire, vous l'aurez compris. C'est exactement la même chose, le principe. Vous avez deux étaux dentés que je vais ouvrir en poussant le levier. Je mets du coup mon cube à l'intérieur, un peu incliné. Comme ça, je vais pouvoir venir avec ma lame entamer directement le liège. Voilà. Alors je ne peux pas le faire devant vous parce que si vous avez bien compris, le liège il faut qu'il soit bouilli. Sinon, ça donne des choses un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez vraiment l'importance de bouillir en fait le liège avant de le faire. Mais pour vous montrer le principe, une fois qu'on a entamé le liège, donc là il est à ce niveau-là, on arrive à un axe qui est hélicoïdal. Donc quand je vais pousser ma lame, à ce moment-là, mon carré de liège il va commencer à tourner. Puisque vous avez les taux qui sont en train de tourner, vous voyez ici. Voilà, donc mon cube il va tourner en même temps. Et donc je reviens. Donc là en général j'ai un cylindre qui est plutôt bien fait. Il va falloir faire tous les travaux de finition pour le rendre bien cylindrique. Mais en général, l'étape elle suffit. Et donc vous avez vu que en vous avez vu qu'en une poussée et en revenant, hop c'est fini, je remets, tac, et ainsi de suite. Voilà. Et donc on est capable de faire jusqu'à 5000, 6000 bouchons par jour et par ouvrier avec ce type de machine. Donc on décuple quasiment la production grâce à ce type de machine-là. Là le problème c'est que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travaux de finition. C'est pour ça qu'on a plus de femmes que d'hommes à ce moment-là. Mais ce type de machine va permettre aux femmes de venir directement féminiser en fait l'industrie. Voilà. Les femmes c'est bien parce que ça travaille vite. Et bon, ça se plaint pas trop aussi. Oui, ça c'est tout faire, on nous l'a dit aux abeilles. C'est ça. Et surtout c'est moins joli que les hommes. Tout vient de